Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez super bien. Je reviens vers vous cette fois-ci avec une énigme toute particulière. Il ne s'agit pas vraiment d'une énigme, mais d'un problème énigmatique en fait. C'est un problème qui a intrigué toute la communauté mathématique de tous les temps, d'il y a presque 3 siècles jusqu'à maintenant. Il s'agit de cette égalité, approuver cette égalité et l'exactitude de cette égalité. En fait, il s'agit de la conjecture de Goldbach. Elle a duré presque 3 siècles maintenant, sans qu'il y ait quelqu'un qui puisse montrer son exactitude ou bien la mettre à défaut. Il s'agit de quoi? Il s'agit de montrer que tout nombre pair strictement supérieur à 2, c'est-à-dire à partir de 4, et s'écrit sous la forme voilà, de n avec le grand n strictement supérieur à 2, à 1, ici, et s'écrit sous la forme de la somme de deux nombres premiers. Donc P ici est les premiers et Q est premier. Okay. Voilà. Alors, état de l'art de cette conjecture. C'est une conjecture qui est très 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 dure, comme je viens de le dire. En fait, il s'agissait d'une correspondance entre un mathématicien, certain mathématicien qui s'appelle Christian Goldbach ou Goldbach, d'origine allemande, qui a correspondu avec l'autre mathématicien Euler, le physicien Euler. Oui, disons que à l'époque, Goldbach il considérait que 1 était un nombre premier, donc du coup, l'énoncé était un peu différent. Mais bon, si on considère que 1 était un nombre premier, alors là, ça va avoir une équivalence entre la conjecture, la formulation moderne de la conjecture de Goldbach. En fait, il lui a dit que tout nombre impair est la somme de trois nombres. Tout nombre est la somme de trois nombres premiers. Voilà la formulation de la conjecture de Goldbach à l'époque. Et lui a dit, il me semble que, voilà, ceci. Mais bon, on a considéré par après que 1 n'est pas un nombre premier pour avoir l'unicité de la décomposition de tout nombre entier. On produit de nombres premiers. Pour avoir ceci, on a la communauté des mathématiciens a éliminé le 1 comme étant un nombre premier, même s'il divise lui-même est 1. Mais le seul diviseur de 1 sont 1 et lui-même, mais bon, ici on va parler de manière stricte, c'est-à-dire il ne faut pas qu'il soit vraiment un nombre différent de lui-même, de 1, qui divise, avec lequel elle est divisible, et 1 encore en plus, 1 qui va être différent de ce nombre. Bref, voilà la formulation maintenant moderne qui dit que le nombre pair strictement supérieur à 2 et s'écrit sous forme de la décomposition. Il a une décomposition en la somme de deux nombres premiers. Mais on va essayer pour quelques nombres. Allez, 4, 7 égale à 2 plus 2. 2 plus 2. Alors, prenez 6, 3 plus 3. Si vous prenez 10 par exemple, est égal à 5 plus 5, mais il n'y a pas que des nombres qui sont premiers qui sont égaux à même, allez, par exemple 12 est égal à ici 5 plus 7. Okay. Et cette décomposition n'est pas unique. On peut trouver plusieurs décompositions pour un seul nombre. Exemple, si par exemple je donne allez, 20 est égal à 3 plus 17 et c'est égal, on va voir, est-ce que ça va marcher avec, oui, 7 effectivement, plus 13 par exemple. Voilà, une deuxième décomposition, ils peuvent en avoir plusieurs. Donc, non pas seulement que cette décomposition existe, du moins pour le nombre qu'on a testé jusqu'à maintenant, mais il n'y a pas une seule décomposition parfois, il y a plusieurs décompositions. Ok, alors, les travaux dessus sont énormes,
ce soit des travaux de démonstration directe, ou bien d'une démonstration statistique, ou bien de vérification sur ordinateur. En fait, pour la petite histoire, on a essayé des nombres pairs allant jusqu'à 4 milliards de milliards, c'est-à-dire jusqu'à 4, 10 fois 10 puissance 18. Donc on a essayé tous les nombres pairs par des ordinateurs puissants de leur trouver une décomposition. En fait, le codage d'un programme qui effectue cette décomposition n'est pas du tout difficile, il est très simple. Mais bon, il faut avoir un ordinateur très puissant, parce que moi je l'ai essayé sur mon ordinateur, ben, il s'est arrêté vers 4 milliards ou 8 milliards, voilà. Mais bon, les ordinateurs puissants, ils ont permis à aller jusqu'à 4 milliards, 2 milliards. Maintenant, tout ceci ne peut en aucun cas être une démonstration formulée, une démonstration rigoureuse. Non, il faut démontrer de manière rigoureuse cette conjecture. En fait, les nombres premiers ont un comportement un peu bizarre. Bon, d'ailleurs, le nœud de tout ça, je vais toucher un mot concernant ceci. C'est la répartition des nombres premiers. Et donc, cette histoire de répartition des nombres premiers a intrigué la communauté mathématique dans le sens large. C'est-à-dire que voilà, les gens s'y intéressent beaucoup, intensément, pour savoir est-ce que la répartition est aléatoire ou suit une certaine règle-loi donnée. Ceci est lié à plusieurs conjectures et problèmes mathématiques ouverts jusqu'à maintenant, et lié aussi au problème de cryptage, de cryptographie et de sécurité sur Internet, ou bien sur des réseaux donnés. Bon, ce qui se passe, c'est que on connaît presque tous une propriété qui est que il existe toujours un intervalle de longueur arbitrairement grande dans lequel il n'y a aucun nombre premier. Ça, cette propriété, je crois que plusieurs d'entre vous la connaissent. Et donc, la démonstration étant très simple, si par exemple je me donne un nombre un nombre n, grand N, je veux montrer que il existe un intervalle S plus grand N dans lequel il n'y a aucun nombre premier, donc aucun P n'appartient à cet intervalle. Je peux le faire. En fait, il suffit de considérer la suite des nombres. Il suffit de considérer le nombre 1 fois 2 fois 3 fois 4 fois 5 fois 6 fois n plus 1. Donc ce nombre-là, n factoriel plus 1. Grand N factoriel plus 1, on va voir que à partir de grand factoriel plus 1, je ne vais pas avoir un nombre premier avant de dépasser un intervalle d'entier de longueur grand N. Pourquoi ceci? Une simple vérification suffit. En fait, si on prend ce nombre-là, je vais l'appeler P, je vais l'appeler A, grand A. Ok. Alors, A plus 1 est égal à plus 1, pardon, est égal à, donc là, n factoriel plus 1, plus 1, plus 2. Et donc, vous voyez clairement que le 2 ceci est égal à 2 si je factorise par 2, 2 fois, donc j'ai un nombre ici, le n factoriel contient le 2, donc je vais noter ça, allez, A privé de 2, donc le produit privé de 2, plus 1, ok, donc elle est divisible par 2. Alors, qu'est-ce que je dis? Donc,
si je prends, pardon, A plus 1. Alors, après A plus 1, A plus 2 est divisible par 3. Donc, on va faire un travail récurrent ici. Et voilà. Donc, A plus 2, elle est divisible par 3. Elle est divisible par 3. Vous vérifiez aussi A plus 3, elle est divisible par 4, et ainsi de suite, jusqu'à aller jusqu'à N. Donc, entre S, qui est grand A, ou bien S qui est grand A, N factoriel plus 1, jusqu'à N plus 1, S plus N, ou bien, qui est égal à A plus N, on ne peut trouver un nombre premier. Voilà. Donc, c'est-à-dire que à un certain moment, il y a une certaine rareté, de nombres premiers, et puis après, directement, on va avoir peut-être des nombres premiers qui vont se suivre de manière très, on va dire, très collée. Il y a une différence de 2 entre ces deux nombres premiers. Alors, ceci va nous pousser à parler encore d'une certaine conjecture qui a, elle aussi, intrigué et agacé trop longtemps la communauté mathématique. C'est la conjecture des nombres premiers jumeaux. Nombres premiers jumeaux, de quoi il s'agit? Il s'agit de nombres premiers successifs dont la différence est égale à 2. Alors, cette conjecture, elle est toujours une conjecture qui dit que le nombre des premiers jumeaux est infini. C'est-à-dire, d'une autre manière, deux nombres premiers jumeaux, P et Q, sont deux nombres premiers successifs dont la différence est égale à 2. P premier, jumeaux, donc j'écris ici jumeaux, P premier, Q premier aussi, et Q moins P est égal à 2. Okay? Donc c'est aussi simple que ça. L'énoncé étant très simple, un peu comme la conjecture de Goldbach, mais la démonstration s'avère ultra dure et difficile. D'ailleurs, jusqu'à maintenant, je crois que ça c'est une conjecture qui est apparue vers 1800 et D, je ne sais pas quand exactement. Et voilà, il s'avère qu'elle aussi, elle a joué des tours à tous les mathématiciens possibles et imaginables. Mais pour Goldbach, il a une version un peu faible. On a essayé de faire des avancées, surtout avec le mathématicien très connu, Terence Tao. Mais dans la version faible, en fait, Goldbach qui dit que 2n est égal à P plus Q, on peut avoir une version faible qui dit que tout nombre impair est la somme de deux nombres, de trois nombres premiers. 2n plus 1 est égal à P plus Q plus R. Tout nombre impair supérieur à 7, on va dire que voilà, il s'écrit sous la forme de la somme de trois nombres. En fait, Goldbach implique la version faible. Pourquoi ceci? Parce que tout nombre impair, on peut l'écrire sous forme de 3, qui est un nombre premier, plus, 2n moins 1. 2n moins 1. Et ça, 2n moins 2 plus 3, ça fait 2n plus 1. Et 2n plus 1, et alors 2n moins 1, c'est un nombre pair. Et alors, par Goldbach, je peux toujours trouver PQ qui vérifie 2n plus 1 est égal à 3 plus P plus Q. 2n moins 1, par Goldbach, il existe toujours PQ tel que 2n moins 1 est égal à P plus Q, plus 3, qui est le troisième. Mais l'inverse,
l'inverse n'est pas vrai de cette implication. Donc du coup, voilà une formule faible, mais bon, que ce soit la formule faible ou forte de Goldbach, elle n'a pas été touchée jusqu'à maintenant. Et c'est quelque chose apparemment qui demande un sérieux travail acharné sur des années. Étalé sur des années, c'est pas un travail qui va être fait en quelques, moi je dirais même en quelques mois, ça c'est pas possible. Et tous ceux qui ont essayé, je vous cache pas que moi aussi j'ai essayé et que j'ai trouvé que ça demande un travail énorme sur énormément d'années. C'est pas un travail de quelques mois. Tout le monde, bon, tout le monde, je dis les amateurs de ce genre de problèmes et de conjectures l'ont essayé. Je suis sûr et certain qu'ils l'ont essayé des mois, mais ça n'a pas marché, ça n'a pas fonctionné. D'ailleurs, moi j'ai fait des travaux dessus sur différentes années, mais apparemment cette conjecture me cache un peu plus que ce que nous croyons. En fait, c'est lié, comme je l'ai dit, je l'ai expliqué, comme beaucoup de mathématiciens le savent bien. Le nœud de ce genre de conjecture lié à des nombres premiers est lié en fait principalement à la répartition des nombres premiers. La répartition des nombres premiers, et si on arrive euh, à cerner une loi d'une certaine manière qui gère cette répartition, ou bien cette production de nombres premiers, si j'arrive à dire, alors là, on aura résolu le problème. C'est le cas de l'hypothèse de Riemann, qui elle aussi euh, repose sur cette répartition, fameuse répartition de nombres premiers, qui a, comme je l'ai dit, intrigué pas mal de mathématiciens. Et a fait couler beaucoup d'encre de ces mathématiciens acharnés, que ce soit chevronnés ou novices ou amateurs ou chercheurs ou experts ou de n'importe quel calibre, et n'ont pas pu jusqu'à maintenant dévoiler ce secret qui reste caché profondément derrière ce genre de nombres, les nombres premiers qui apparaissent comme ça. Est-ce qu'ils apparaissent comme ça, comme des mauvaises herbes à tout vent, aléatoirement? Est-ce qu'ils ont une règle derrière? Est-ce que derrière la règle, il y a une autre règle qui, une deuxième fois, ou bien sur un troisième euh, plan, se cache cette règle de la répartition des nombres premiers? On ne sait pas jusqu'à maintenant. Il faut euh, euh, qu'il y ait une tête qui puisse se donner le coup, le sacrifice de rentrer en profondeur dans ce genre de problème. Mais attention, ce genre de problème, il est très dangereux. Je dis bien dangereux pour les carrières. Ceux qui veulent faire une carrière en mathématiques, qui s'abstiennent de rentrer dedans avec toute leur énergie et leur temps, qu'ils consacrent euh, le, le temps pour la recherche dans ce genre de conjecture, que ce soit Goldbach, l'hypothèse de Riemann ou les nombres premiers jumeaux ou même Syracuse, parce que Syracuse, je l'ai essayé aussi. Cette conjecture, il me semble réellement qu'elle est liée à cette répartition de nombres premiers aussi, mais pas aussi profondément que la conjecture de Goldbach. En fait, si moi je place parmi l'hypothèse de Riemann, de conjecture de Goldbach et nombre premier jumeaux et Syracuse, moi je classerais plutôt Goldbach. Vous allez être un peu étonné, un peu au-dessus du lot, puis après viendra l'hypothèse de Riemann, et puis après seulement viendra la conjecture des nombres premiers jumeaux, et viendra après, directement après, la conjecture de Syracuse, la fameuse conjecture de Syracuse. En fait, c'est devenu à la mode parce que dernièrement, j'ai l'impression qu'on a oublié ce que c'est par dureté, c'est par un désespoir qui a touché la communauté mathématique, qui a fait que les gens ont commencé à oublier la conjecture de Goldbach et se sont donnés à la mode, c'est devenu à la mode comme j'ai dit, ils se sont donnés à la résolution ou la tentative de résolution de la conjecture de Syracuse, peut-être parce que je vois que dans plusieurs réseaux sociaux spécialisés et de plusieurs
on va dire, au sein de plusieurs communautés mathématiques, on parle beaucoup de Syracuse, alors que on commence à passer à l'oubliette la conjecture de Godwin ou la conjecture du nom premier jumeau. Est-ce que c'est un signe de désespoir ou on ne sait pas. Bref. Donc, ce que je vous conseille, de ne pas donner tout votre temps, mettre toute votre énergie dessus, parce que ça risque de briser votre carrière. Je vous parle euh, par une petite expérience, je suis motivé par une petite expérience. C'est pour cela que je vous conseille ceci. Ce sont ce genre de problèmes, ce genre de conjectures demande énormément de patience et de base et on va dire, de domaines, euh, connaissance de beaucoup de domaines de mathématiques, demande des connaissances énormes dans les deux branches principales des mathématiques appliquées au pur, parce que les deux aspects se concordent à un certain moment pour pouvoir former le socle de l'attaque de ce genre de problème. Et donc, bon, ne faites pas ça chez vous, comme on dit, bon, c'est-à-dire ne faites pas ça dans votre temps principal, essayez de résoudre ou bien de s'amuser à résoudre ce genre de défis mentaux dans votre temps libre. Voilà. Euh, je crois que j'ai fait un peu le tour de cette conjecture. J'espère que le contenu vous a plu et que vous passez de bons moments en ma présence à vous parler de ce genre de conjecture. Et avant de vous quitter, je réitère ma demande, celle de s'abonner à ma chaîne, d'inciter votre entourage à le faire massivement, de liker, aimer mes autres vidéos, de regarder les autres vidéos, il y en a quand même une cinquantaine, de faire un effort pour faire évoluer cette chaîne et n'oubliez pas non plus d'appuyer sur la cloche pour que je vous fasse parvenir par toutes les nouveautés au temps opportun. Et entre-temps, je vous souhaite de passer de très bons moments et de rester et de cogiter le plus possible sur les mathématiques. La bonne réflexion. Je vous remercie. Je vous souhaite de très bons moments. Au revoir.